Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui cinéma et film, où en fait j'ai décidé de lancer un nouveau système pour parler des films, plutôt que de faire comme je faisais, où je parlais d'un film, etc. En fait j'ai décidé en fait, de faire des tops par mois, en fait de tous les films que j'ai vus dans le mois, et de vous en faire un classement, comme ça me permet de faire un classement des films que j'ai vus de mon préféré au moins bien, et comme ça de faire un tour d'horizon assez rapide, des films que j'ai vus durant le mois. Donc on commence avec cette première vidéo qui va donc inaugurer le mois de novembre du coup, avec les top 10 des 10 films que j'ai vus en novembre. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé tel ou tel film ou si vous n'avez pas aimé. Et on commence tout de suite donc ce top cinéma, film, top 10 du mois de novembre. A tout de suite. En dixième position, on va commencer avec Gemini Man avec Will Smith. C'était un film qui n'a pas du tout marché au cinéma, mais j'avais envie de le voir, même si je ne suis pas un très grand fan de Will Smith, ça reste quand même un film à la base d'action, donc c'est mon genre de film. Donc. Et je n'aime pas forcément me fier aux critiques, parce que des fois je ne suis pas forcément d'accord avec les critiques. J'ai un avis des fois un peu différent, une autre vision. Donc j'avais envie de me faire ma propre idée sur le film. On suit en fait Will Smith, le personnage de Will Smith, donc Henry Brogan, qui est un tueur à gages. En fait, il est embauché pour tuer des gens. Et dans sa dernière mission, en fait, il doit tuer un homme qui est dans un train en circulation. Il y a une petite fille qui va se mettre devant, qui va s'enlever, mais il va quand même réussir à tuer l'homme, mais pas là où il l'avait visé. Donc il se rend compte qu'en fait, il est plus aussi doué, qu'il commence à être vieux, à être vieilli, qu'il aurait pu mal tourner, qu'il aurait pu tuer une petite fille, donc il prend sa retraite. Et un de ses amis va le contacter pour lui informer qu'en fait la personne qui l'a tué n'est pas la personne qu'on lui avait dit. L'État lui avait fait croire, en fait, l'agence CIA lui avait fait croire que c'était un terroriste, etc. Et en fait, pas du tout. Et donc là, le personnage de Will Smith va se rendre compte qu'en fait, il est pris dans quelque chose qui n'est pas bon, on l'a pas embauché pour les bonnes choses. Et maintenant qu'il est au courant de cette information-là, la CIA va vouloir l'éliminer parce qu'il est au courant de trop de choses. Et donc, le personnage de Will Smith va donc devoir fuir et échapper à la CIA et être poursuivi par un individu qui va se révéler en fait être son sosie, lui, en plus. Donc voilà un petit peu le résumé que je peux faire de Gemini Man. J'ai trouvé le concept au début plutôt intéressant, de vouloir faire l'opposition en fait d'un Will Smith vieux face à son antagoniste beaucoup plus jeune. Ça aurait pu faire un thriller vraiment très intéressant, très prenant. Et pas du tout, ça on tombe dans les caricatures au possible. Will Smith qui va tomber amoureux de l'agent de CIA qui est beaucoup plus jeune que lui. C'était tellement téléphoné, c'était tellement bateau, tellement pas crédible. Tellement un peu, ah ben on fait un film d'action, faut mettre un personnage féminin. Aucun intérêt. Euh, Ensuite, les effets spéciaux du film, soi-disant que c'était une nouvelle technologie, ben, il faut qu'ils arrêtent. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Le Will Smith rajeuni, du coup, quand il y avait les scènes d'action avec lui, on a l'impression que même Will Smith vieux était fait en image de synthèse, ils avaient des mouvements qui n'étaient pas cohérents, qui n'étaient pas réalistes, qui n'étaient pas crédibles. Les courses-poursuites en moto, ça donnait des images vraiment bizarres. On aurait dit un Will Smith faire en image de synthèse sur une moto. C'était limite, on était sur un dessin animé en fait à des moments. Je sais pas, c'était moche, c'était mal fait. Franchement, j'ai pas compris comment on peut arriver à faire des images pareilles. Il y a des trucs en plus qui sont pas du tout cohérents. À un moment donné, il y a Will Smith qui évite une voiture qui va le percuter. Et en fait, à aucun moment donné dans la scène, on voit le chauffeur de la voiture qui l'avait percuté. La voiture devient vide, on sait pas où est passé le chauffeur. En fait, on a l'impression que les scènes d'action se passent sans public, sans personne, on a l'impression que la ville est morte, mais comme il y a des voitures, hein, ça circule, mais on voit personne. Les scènes d'action sont un peu gros, ils bougent les motos, ils donnent des coups de moto de roue. C'était trop, et il y avait des trucs qui étaient trop en fait. Donc c'est dommage parce que l'idée de base, le pitch de départ aurait pu être intéressant, mais ils sont tellement allés loin, tellement qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Et de faire un film basé là-dessus et pas sortir les clichés, les stéréotypes qu'on peut avoir dans ce genre de film. C'est vraiment dommage, c'est pour ça que je le mets en 10e position. J'ai été déçu. En 9e position, je mets un film que vous avez sûrement tous vu. Il s'agit de La Ligne Verte avec Tom Hanks.
Je rappelle quand même vite fait l'histoire de La Ligne Verte, même si je pense que vous êtes beaucoup à la connaître. Donc c'est inspiré d'un roman de Stephen King. Et en fait, on est dans le couloir de la mort en Amérique. Donc le couloir où les gens sont condamnés à mort, en fait, qu'on enferme là avant qu'ils soient mis sur la chaise électrique. Et on suit en fait une équipe de garde avec ses prisonniers. Et ils vont accueillir un nouveau prisonnier, John Caffey, joué par le regretté Michael Clark Duncan. Voilà, c'est une masse, il est énorme, il est grand, il est fort, et il arrive donc dans cette prison et pour être condamné à mort pour le meurtre et le viol de 2 petites filles. Et il va donc se lier d'amitié avec le garde joué par Tom Hanks, Paul Edgecombe. Et à travers ça, on va découvrir en fait le secret que cache le personnage de John Coffey, son pouvoir. Et voilà, on est dans une histoire où on voit un petit peu l'envers du décor du couloir de la mort, de comment ça se passe, mais tout est tourné avec un petit peu beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, bien entendu, mais aussi beaucoup de touches d'humour. Il y a avec la petite souris qui va passer, qui va faire donc il va avoir pas mal de choses avec cette petite souris qui va faire des tours. Et le garde aussi qui va absolument être mis en avant, un peu sadique, qui veut voir la chaise électrique et contrôler ça jusqu'au bout. Voilà, on est un petit peu sur tous ces trucs, mais tout je trouve est mis sur un ton assez léger, qui fait que le film passe très bien. Voilà, on a plein de bons sentiments finalement dans ce film. Moi, j'avoue que voilà, je m'attendais à autre chose, j'en entends tellement parler, qu'on pleure à la fin, etc. J'avoue que je suis passé un peu à côté. J'avoue que d'autres films m'ont beaucoup plus touché que celui-ci. Je sais pas, il m'a manqué quelque chose, peut-être un peu plus. Voilà, comme tout se passe quand même beaucoup dans cette prison. Finalement, ça manquait un peu de décor, etc. pour vraiment encore plus, je pense, s'attacher encore plus au personnage, même si voilà, le casting est très bon. Tom Hanks, encore une fois, est vraiment, c'est un acteur exceptionnel. Il est vraiment très très bon. Il fait passer beaucoup de choses. Et voilà, c'est un bon divertissement. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'est un beau film. Voilà, c'est pour ça que je mets quand même en 9e position, parce que j'ai pas non plus été transcendé. Position. On va retrouver Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Gros casting ce film. Bruce Willis, Samuel Jackson, John Travolta, Tim Roth et j'en passe, Uma Thurman. Voilà, on a vraiment un gros casting. Pour un film voilà, qui va nous présenter un petit peu la mafia à Los Angeles, à Hollywood, et par plein en fait, de petites histoires finalement. J'ai trouvé que c'était un film fait tranche de vie un petit peu. C'est un petit peu un film tranche de vie où on n'a pas forcément un début, une fin potentiellement. On a plusieurs petites séquences comme ça de tranches de vie de différents personnages qui nous présentent un petit peu la mafia à Hollywood. C'est plutôt drôle. Les musiques, comme toujours, avec Quentin Tarantino, apportent toujours beaucoup du plus et rendent le film beaucoup plus attrayant, beaucoup plus agréable. On passe un bon moment. Voilà, moi je trouve que c'est un film qui est distrayant. On passe un bon moment. Mais bon, voilà, le fait qu'il n'y ait pas forcément une fin, on n'a pas forcément une histoire sur tout le film, j'ai pas forcément compris le but et l'ensemble de tout le film. Donc, si vous pouvez m'expliquer en commentaire potentiellement en fait quel était le but vraiment véritable de ce film, pourquoi pas, parce que honnêtement, voilà, c'est sympa. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai souri, j'ai rigolé, mais de là à dire que j'étais embarqué pleinement, pas forcément. En 7e position, j'ai mis Eureka Seven, le film, donc un film d'animation japonais. Alors, à la base, c'est un manga. Eureka Seven est un manga en 6 tomes. Il y avait une série animée donc, tirée du manga. Et ils ont fait ce film, Eureka Seven, mais qui en fait n'a rien à voir avec le manga. On est sur une histoire complètement différente. Et en fait, ils ont repris des éléments de la série animée et pour en faire une autre histoire. Voilà, ils ont repris les dessins, les machins, pour faire une autre histoire, pour monter une nouvelle histoire, une nouvelle intrigue, et même limite un nouvel univers. On suit bien évidemment toujours Renton et Eureka, qui se retrouvent au cœur du conflit entre la Terre et les extraterrestres, les images. Et on comprend qu'Eureka n'est pas une fille comme les autres, elle cache un secret. Elle va être kidnappée par l'armée quand ils sont très jeunes. Et des années plus tard, Renton, avec son nouveau groupe dans lequel il a rejoint, une espèce de groupe de pirates, va délivrer sans le savoir Eureka, et ils vont donc se retrouver, et de là va s'enclencher toute une série d'événements
qui va peut-être déclencher la guerre, enfin, qui va finaliser sans doute la guerre contre les images. On découvre un petit peu aussi le but en fait de cet équipage qu'il avait rejoint, Renton, qui sont en fait les enfants du pays perdu, qui ont vieilli et qui étaient dans un autre monde et qui veulent y retourner. Donc, il y a une histoire par rapport à eux qui est plutôt intéressant. Et puis on a forcément les hommes, les terriens, qui veulent éradiquer cette menace extraterrestre en utilisant une arme extrêmement destructeur, mais pour sauver l'humanité. Et voilà, Renton et Eureka se retrouvent au milieu et vont devoir sans doute faire des choix pour les uns et pour les autres. C'est un dessin animé en tout cas qui est très beau, l'animation est très belle, on est pris dedans, il y a plein de bons sentiments, les personnages sont plutôt bien faits, l'histoire est plutôt riche et assez construite. Ce qui m'a perturbé, c'est que c'était assez compliqué finalement. Au début, c'était assez compliqué. J'ai eu du mal à comprendre finalement où le film voulait aller. Et je pense réellement que le fait d'avoir lu le manga et de connaître l'histoire et les personnages d'une autre manière, et là de les présenter avec d'autres objectifs, d'autres ambitions, d'autres rôles, d'autres fonctionnements, ça m'a vachement perturbé en fait. Je pense que le fait d'avoir lu le manga m'a perturbé pour apprécier pleinement ce dessin animé. Il y a des belles batailles de combat vaisseau à la Gundam, ça c'était plutôt sympa. On retrouve tous les personnages de Eureka Seven, c'est plutôt bien aussi, mais dans d'autres... voilà, c'est compliqué quand on a cette vision du manga, et là, d'un film qui avec les mêmes personnages, mais pour d'autres choses, voilà, ça m'a un peu perturbé. Mais néanmoins, c'était un beau dessin animé, c'était un beau film, et j'ai passé un bon moment en le regardant. C'est pour ça quand même que je le positionne à cette place. En sixième position, je place Incassable avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson, réalisé par Night Shyamalan. En fait, j'avais envie de voir ce film parce que j'ai vu les suites qu'il y a eu après. Parce qu'en fait, Night Shyamalan a réussi à créer il a fait plusieurs films. Et après, il avait fait un film où en fait, il les a tous où il les a tous réunis dedans. Où il y avait donc les personnages de Incassable et le personnage. Donc j'avais envie de voir, j'avais pas trop mal aimé Glass, donc j'avais envie de découvrir l'origine en fait de ces deux personnages joués par Bruce Willis et Samuel L. Jackson, Incassable. Donc cet homme qui va être le seul survivant d'un accident. Le seul survivant, tout le monde meurt là-dedans. Et lui, il est le seul survivant et il se rend compte, il va commencer à se poser des questions en fait sur son identité. Se rendre compte qu'en fait, lui, il est jamais malade. On découvre un homme avec ses problèmes, que c'est compliqué avec sa femme, et puis avec son fils. Et il va être pris en contact par le personnage joué par Samuel L. Jackson, Elijah Price, qui lui est un peu le contraire. C'est un homme qui a une grave maladie, il a une déficience en fait, où ses os sont très faibles, très fragiles, comme s'il était un peu en verre, et au moindre choc, il va se casser, il va avoir des blessures. Et il est très fan de super-héros, ce personnage. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, quand il apprend que quelqu'un a survécu seul à un crash de train, il va le contacter et pour lui dire qu'en fait, c'est un héros. C'est un super-héros et qu'il doit se comporter comme un super-héros et sauver des gens. Et tout ça, en fait, va se faire poser des questions en fait, à Bruce Willis, voir en fait, un petit peu ses limites, se poser des questions en fait, finalement de quel est son rôle et son identité et qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est plutôt là qu'est intéressant ce film, en fait, mais sur un film limite de super-héros, mais complètement sur une vision, un point de vue complètement différent, qui était plutôt intéressant, que j'ai plutôt trouvé bien construit. La psychologie des personnages est plutôt bien mise en avant. C'était vraiment plutôt ça très intéressant et ça fait poser pas mal de questions. Et la révélation finale, une fois de plus, comme dans Glass, est vraiment très bien faite. J'avoue que moi je ne l'avais pas vu venir. Et c'est en accord avec tout le concept qu'a voulu mettre Night Shyamalan dans son film autour du concept des comics et des super-héros. C'est un bel hommage aux super-héros et aux comics. Il y a beaucoup de références. Mais sans tomber dans le truc, j'ai enfilé un costume, etc. Vraiment, on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Et vraiment sur un questionnement d'un homme qui pourrait avoir lieu demain, quoi. Un homme qui découvrirait qu'il a des pouvoirs, qu'est-ce qu'il ferait? On est là-dessus. Voilà, on est sur un point de vue complètement différent que pouvait l'être par exemple Kick-Ass, qui était plus à partir dans un délire. Là, on a sur quelque chose d'un ton un petit peu plus réaliste. Et du coup, j'ai plutôt bien aimé, et c'est pour ça que je le mets à la 6ème place. En 5ème position, je place Redline, qui est également un film d'animation japonais. Et alors déjà, il y a un univers très particulier. On est dans un monde futuriste où en fait les voitures, maintenant il y a des voitures volantes, etc. On peut aller de planète en planète, enfin vraiment c'est quelque chose de très futuriste. Mais il reste quand même des courses clandestines faites avec des voitures un petit peu traditionnelles, néanmoins armées, mais avec des voitures traditionnelles qui roulent au sol.
Et il y a différentes courses et tous les pilotes essaient de se qualifier pour la Red Line. Et en fait, on suit un personnage qui, lui, fait des trafics, en fait. Fait croire qu'il va gagner la course et finalement il perd à la fin pour gagner, pour qu'en fait des gens aient parié sur lui et perdu l'argent et que c'est lui qui remporte finalement l'argent de la mise. Et il va donc réussir à participer à la Red Line et retrouver une fille qu'il aime beaucoup. Au-delà de ça, la Red Line va avoir lieu sur une planète dans un système solaire qui ne veut pas avoir la course. Donc les habitants en fait, de ce système solaire vont en fait, enclencher une sorte de guerre contre les pilotes des Red Line. Donc on a cette course en fait, entre les pilotes de la Red Line qui en plus sont attaqués par cette armée de cette planète. Donc on a quelque chose qui va dans tous les sens. Voilà, ça bouge beaucoup, c'est un dessin animé sans temps mort. Voilà, course de voiture, ça va vite. Ben, le film, c'est pareil, ça va vite, il n'y a pas de temps mort, ça fonce, ça fonce, ça fonce. Il se passe des choses dans tous les sens. Il y a plusieurs intrigues finalement, parce qu'on a cette course de voiture, on a le fait que le personnage qui avec son mécanicien fait les trafics d'argent, il y a une amitié entre eux, et que finalement lui, il voudrait peut-être plus trafiquer, il voudrait peut-être enfin vraiment gagner une course. Donc on a tout ce concept-là qui est quand même mis en avant. On a donc cette planète qui veut empêcher la course chez eux, qui vont faire la guerre contre eux. On a donc tout ça qui se met, et ça fait vraiment un dessin animé très riche. Le style de dessin très grossier, les traits très gros, c'est assez original, mais ça colle parfaitement à l'univers. Et moi, j'ai trouvé ça super original en fait. En film d'animation, moi, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment très original. Si vous aimez l'animation japonaise, je vous conseille de le regarder parce que c'est vraiment atypique. C'est vraiment original. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment parce que vraiment, c'est quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Vraiment, pour moi, c'est du jamais vu. Et c'est pour ça que je le mets à la 5e position parce que c'est peut-être pas le dessin animé de l'année. Il va pas plaire à un grand monde, ça c'est sûr, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont sans doute pas aimer ce genre-là, mais c'était original, ça fait du bien, et ça change, quoi. C'est pour ça que je le mets donc en 5e position. En 4e position, je mets 1917, film de guerre réalisé par Sam Mendes. 1917 est un film où en fait 2 jeunes militaires pendant la guerre donc de 14-18, forcément dans la guerre de tranchées, vont être envoyés en mission, ils vont limite traverser les tranchées allemandes, etc., pour rejoindre un autre bataillon, pour les prévenir d'annuler l'assaut qu'ils devaient faire sur les Allemands, pensant que les Allemands en fait, se repliaient et étaient en déroute, alors que tout ceci est une arnaque, est un coup monté des Allemands, et qu'en fait ça va être une boucherie, et qu'en fait ils vont tous se faire tuer. Donc voilà, ces deux hommes doivent donc partir empêcher cette guerre. Et l'un d'eux a surtout une motivation encore plus parce que l'un de ses frères fait partie du bataillon qui est sans doute allé à la mort. Voilà un petit peu le pitch de départ de ce film. La grosse force de ce film, c'est la prouesse technique en fait qu'a fait Sam Mendes. Où en fait son film est filmé comme si c'était qu'un seul plan séquence, comme si en fait à aucun moment il y a une coupure caméra. On a toujours une caméra qui suit les 2 personnages en continu, comme si elles étaient derrière. On est comme si c'était une télé-réalité où on a toujours cette caméra qui les suit et à aucun moment on ne voit une coupure. À aucun moment on voit l'arrêt de jeu, tout est fluide, tout est en continu. Ça nous immerge encore plus, surtout au début. Les cavalcades dans les tranchées, limite ça donne la nausée, parce que ça bouge tellement dans tous les sens. Vraiment, on est dedans, on a l'impression de d'être avec eux et de bouger et on est pris dedans. Donc ça c'était vraiment très très bien fait. Donc la prouesse technique est vraiment réussie. La scène de fin est absolument incroyable. On est pris dedans à nous prendre avec la musique qui s'élance, etc. Moi j'étais waouh, c'est génial. Mais ça a duré que 10 secondes. C'est un peu moi ce qui m'a déçu dans ce film, c'est qu'en fait tout est trop court. La scène de fin qui aurait dû être absolument magnifique et encore plus, elle dure que 10 secondes. En plus, à la limite, elle était déjà vue dans la bande-annonce, etc. Donc finalement, en fait, il n'y avait rien de nouveau, finalement. J'ai trouvé ça dommage, quoi. L'idée technique était incroyable, l'histoire était plutôt intéressante, mais finalement, il a manqué quelque chose de plus développement, de plus allé. Il y a des choses aussi qui sont complètement cons, il y a des le comportement de certains personnages qui sont débiles. Ils font des trucs, en plus ont des conséquences négatives derrière, mais c'est débile, pourquoi tu fais ça? C'est pas réaliste, c'est pas crédible. Ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Par contre, des gros points forts au niveau du casting. Bon, les 2 acteurs principaux sont très bien, mais les scènes avec Mark Strong, Benedict Cumberbatch sont absolument incroyables. Ces mecs, ils arrivent, en fait, ils t'apportent quelque chose dans le film, quoi. Le passage avec Mark Strong, le mec, il arrive, il a un charisme et voilà, il te capte l'écran, quoi.
Vraiment, c'est des acteurs, vraiment, ils ont beau être là pendant 10 minutes dans le film, ils apportent une réelle plus-value au film et vraiment une touche de charisme, quoi, qui est vraiment impressionnante. J'aurais aimé peut-être plus d'action, plus de... On est un film de guerre un petit peu plus intimiste, finalement. Les décors sont quand même très bien faits, c'est quand même très joli, c'est très beau. L'ensemble est plutôt cohérent et plutôt bon. Mais c'est vrai que moi, il m'a manqué quelque chose pour que ça passe sur un chef-d'œuvre. Et ça aurait pu, parce que tout était réuni pour eux. En troisième position, j'ai mis AD Astra, réalisé par James Gray avec Brad Pitt dans le rôle principal. Donc là, on est sur un film de science-fiction où en fait, on suit le personnage joué par Brad Pitt, Roy McBride, qui est un astronaute et il va être attaqué en fait lors d'une mission en fait dans l'espace par une espèce de champ magnétique. Ils ne savent pas trop ce que c'est et il va donc être envoyé. Ils se rendent compte qu'en fait qu'après des analyses que ce champ magnétique en fait provient de Neptune. Et donc il va être envoyé vers Neptune pour découvrir l'origine de cette attaque de champ magnétique qui continue en fait à avoir des interférences sur la Terre, etc. Donc il faut l'empêcher. Et il se trouverait que potentiellement tout ça serait dû à un vaisseau parti en exploration au bout de l'univers 16 ans plus tôt, mené par son père en fait, qui était porté disparu et que finalement son père serait peut-être vivant près de Neptune et qui serait à l'origine de tout ça. Donc par une quête en fait de Brad Pitt vers Neptune, ce militaire en fait, tout le film est vraiment tourné en fait autour de sa psychologie, comme quoi il arrive vraiment à contrôler ses sentiments, il ne laisse rien passer. On nous montre souvent qu'en fait il doit passer des tests psychologiques pour montrer qu'il est apte à la mission en fait. Et donc il doit toujours cacher ses sentiments. Et voilà, on découvre qu'il a dû quitter sa femme, la femme qu'il aime, pour pouvoir rester un petit peu toujours concentré dans son travail, etc. Donc toute la psychologie en fait, du personnage de Brad Pitt est plutôt intéressant et plutôt bien menée. On est pris avec ce personnage. La scène sur la Lune, de la bataille en voiture, était plutôt bien faite. Les différentes scènes d'action du film, j'ai trouvé sont plutôt originales. Moi, j'avais jamais vu ça dans d'autres films. Étaient plutôt bien trouvées. Ça donne plusieurs éléments différents parce qu'il y a plusieurs types de scènes d'action. Mais je les ai pas trouvées très bien faites. C'est ça qui m'a. Par exemple, la bataille sur la Lune, la course-poursuite sur la Lune, je trouvais que ça manquait d'impact, ça manquait de profondeur, ça manquait vraiment de. J'ai trouvé ça, allez, il faut aller plus loin, quoi. Je trouvais que c'était un petit peu sur la retenue, et tout le film est un petit peu comme ça, lui aussi, un petit peu sur la retenue, quoi. On est sur une idée un petit peu à l'Interstellar, mais on est loin d'Interstellar, quoi. Interstellar, c'est là, Ad Astra, c'est quand même en dessous, quoi. Même le côté, voilà, on aurait pu limite nous mener la larme à la fin du film, mais ça n'a pas la puissance qu'avait Interstellar. Donc il y a plein d'idées géniales, le film est vraiment très bien, euh, très bien construit, tout était bien, vraiment. Le scénario, les idées de film, les idées d'action, tout était parfait. Mais c'est au niveau de la réalisation, moi je pense que ce n'est pas allé au bout que ça aurait dû pour en faire vraiment un réel chef-d'œuvre. Certains diront que c'est plus intimiste et que c'est pas parti d'un blockbuster. J'aurais mis un côté peut-être un peu plus blockbuster, un peu plus spectaculaire, qui aurait donné plus de profondeur à ce film. Deuxième position, j'ai mis à couteau tiré, qui réunissait un casting assez impressionnant. Daniel Craig, Chris Evans, Michael Shannon, que j'étais ravi de revoir. J'adore cet acteur. Je le vois dans pas beaucoup de films, mais à chaque fois qu'il est là, moi je trouve qu'il a un vrai charisme, il apporte vraiment quelque chose, une vraie personnalité. Et on est sur un film un petit peu à la Hercule Poirot, une enquête policière un peu comme ça à l'anglaise, avec beaucoup d'humour british. C'est une famille qui fêtait l'anniversaire de leur père et il va se retrouver que le lendemain, la femme de ménage va découvrir le père poignardé, enfin égorgé même plutôt dans son bureau. Donc une enquête va être mise en place pour découvrir qui a pu tuer le père. Et donc c'est l'inspecteur, enfin le détective privé joué par Daniel Craig qui intervient dans cette affaire et qui va donc enquêter pour découvrir le meurtrier du père de cette famille. J'ai trouvé le film plutôt bien fait. Moi, j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est des films qu'on n'en voit plus beaucoup. Les personnages sont très colorés avec des couleurs. On est dans un esprit vraiment très Cluedo, quoi. Qui a pu tuer le père de famille dans le bureau avec le couteau, quoi. C'est un peu ça la question. Finalement, on a la réponse assez rapidement, ce qui est un peu déroutant. Il prend un contre-pied finalement, Ryan Johnson dans son film. Ce qui, en fait, nous perturbe en fait, vachement parce qu'on se dit, on est au courant, mais c'est bizarre qu'on soit au courant si vite, il y a quelque chose qui est pas normal.
et on est pris dans le film, et voilà, tout le truc est assez original, on est vraiment pris dedans, et voilà, là encore, on est sur un film qui change de ce que je regarde, et c'est pour ça que je le mets en deuxième place, parce que je trouve qu'il était plutôt bien fait. Moi, j'ai passé un très bon moment, j'ai été pris dans cette histoire, dans cette enquête, j'avais envie de savoir. C'est original, ça change, c'est divertissant, c'est réussi. De A à Z, il n'y a aucun défaut dans ce film. Tout est parfait. Vraiment, tout est parfait. Donc voilà, j'étais obligé de le mettre en deuxième position. Et en première position, je pense que beaucoup ne vont pas être d'accord avec ce film parce qu'il a été assez un échec au cinéma. Mais je pense qu'il était un échec au cinéma à cause de plein d'autres choses qui étaient dues, enfin la communication qui est autour de ce film. Il s'agit de X-Men Dark Phoenix. Alors oui, effectivement, ce n'est pas le meilleur X-Men, bien au contraire. Oui, ce X-Men n'apporte strictement, mais strictement rien à la franchise X-Men. Ce film n'aurait pu ne jamais exister, ça n'aurait pas été un désastre. Mais alors vous allez me dire pourquoi je le mets en première position. Eh bien, pour plein de raisons. On découvre donc l'histoire du Phénix, donc de Jean Grey. Histoire qu'on a déjà eue dans les X-Men dans la première trilogie, donc c'était redondant. Là, ils ont voulu la remettre, voilà, parce qu'en plus c'était l'actrice de Game of Thrones, je pense qu'ils voulaient faire un peu un buzz autour de ça. Moi, si je l'ai mis en première position, c'est qu'en fait, je trouve que ce film réussit. C'est un bon film de super-héros. On passe un très bon moment, il est distrayant, il y a de l'action, il y a des sentiments, il se passe des choses. Le traitement fait avec Charles Xavier est plutôt bon parce que là, on le fait passer peut-être pour un peu pour un mauvais. On voit un envers du décor en fait de Charles Xavier, que j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt bien trouvé. Et puis, moi, il y a un côté un peu sentimental par rapport à ce film parce que, voilà, depuis X-Men le commencement, moi, j'adore cette franchise. J'ai vraiment adoré, en fait, Jess McAvoy dans le rôle de Charles Xavier et Michael Fassbender, en fait, en Magneto. Et même Nicolas Hoult en le faux, moi j'adore Nicolas Hoult, c'est même pour ça que j'adore ce film aussi, c'est parce que j'adore cet acteur aussi. Enfin, toute cette brochette d'acteurs qui ont fait la renommée, le renouveau en fait de cette licence X-Men avec X-Men le commencement et avec tous les films qu'on suivi derrière. Moi j'adorais, ils ont vraiment apporté quelque chose, ils étaient vraiment à fond dedans. Et voilà, c'était le dernier film où on voyait ces acteurs dans ces rôles-là, et je pense que c'est ça aussi qui m'a touché. Voilà, cette dernière scène où en fait qui finit avec Jess McAvoy et Michael Fassbender. Voilà, c'était touchant. Ça touche ceux qui ont aimé en fait cette franchise, et moi ça me touche parce que j'ai adoré ces acteurs et j'ai adoré cette franchise, donc forcément ce film a eu un impact par rapport à ça. Jennifer Lawrence aussi, bien entendu, dans ce film aussi, qui est impeccable et qui faisait plaisir à revoir dans son rôle de mystique. Donc vraiment tout ça fait que voilà, c'était un au revoir pour ce film. Moi je le vois plutôt comme un sorte de spin-off. Faut voir comme un spin-off, un aparté au fait de la saga X-Men. Et si on le prend comme ça, ben pour moi il est réussi. Voilà, c'est un spin-off sur l'histoire du Phénix. Et franchement, il n'y a aucun défaut. Après, le film, de A à Z, il est cohérent, il tient la route, les acteurs sont bons. Voilà, quoi dire de ce film de super-héros. Ouais, c'est pas le film de super-héros de tous les temps, mais il vaut certains Marvel, hein, qui apportaient pas forcément grand-chose. Hein, des Marvel Origins qui étaient pas... Moi, je prends Black Panther, moi, je m'embête dans Black Panther. Même Doctor Strange, je m'embête. Là, je me suis pas embêté. Il y avait de l'action et les acteurs étaient bons et étaient prenants, donc... Non, voilà, je le mets en première position. C'est sûrement pas le meilleur film que j'ai vu de tous les temps, et c'est peut-être même pas forcément le meilleur film qui avait le plus de meilleures intentions dans tous les films que j'ai vus ce mois-ci. Mais dans le global, c'est celui que j'ai préféré, et voilà, ça reste du film de super-héros, ça reste X-Men, et je kiffe ça, quoi. Donc si vous aussi, vous avez vu ces films, ou vous en avez vu certains, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains tops de chaque mois. Et puis bientôt, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!